Bonjour à tous, j'arrive à l'instant de la Drôme et ce que je vous propose c'est de vous y emmener pour une visite qui dure d'habitude 1 heure, donc là je vais essayer de la condenser en 30 minutes. Comment est-ce que je peux passer les petites slides ? Ok, c'est parti. On y va en TGV donc c'est plutôt apaisant comme trajet. L'Amazona c'est une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans. Avec un objectif qui est d'arriver à 0 déchet dans la salle de bain, donc c'est ce qui transparaît à travers tous nos produits. Je vais passer assez rapidement sur cette première partie du projet, puisque c'est cette histoire qui mène à ce fameux écolieu bas carbone. Donc tout part d'un premier produit, des lingettes démaquillantes lavables, efficaces juste avec de l'eau et réutilisables plus de 300 fois chacune. Donc un produit 0 déchet. Sauf que mon premier réflexe quand je développe cette innovation, c'est de mettre ces 10 lingettes démaquillantes dans un petit sachet en plastique. On est en 2010, on met tout dans du plastique, c'est un réflexe inné. Et un jour j'achète 10 sachets, 100 sachets, 1000 sachets, et là je vois ces 1000 sachets sur mon bureau et je réalise que quelqu'un dans le monde est en train de fabriquer du plastique à cause de mon idée écologique. Donc j'en ai mal dormi toute la nuit, dès le lendemain, hop, les sachets en plastique disparaissent et on va du coup se mettre à réfléchir chacun de nos produits de la matière la plus jusqu'au boutiste possible. Alors je dis on, mais de 2010 à 2015, je suis toute seule. Le 0 déchet, c'est une expression qu'on n'utilise pas du tout. Je présentais les produits comme étant écolonomiques, donc écologiques et économiques. C'était la façon d'accrocher les clients. Mais il va falloir attendre 2015 pour que le projet s'envole. On accueille la COP21 en France et tout à coup, les produits sont compris pour ce qu'ils sont, une solution à un problème, au problème du plastique qui remplit nos océans. Et donc ce projet, en 2010, je l'ai lancé juste avec 2 500 € que j'avais en poche, avec l'aide de ma maman. Et en 2020, on réalise notre premier emprunt, et pas le des moindres, puisqu'on monte à 10 millions d'euros. Et on va emprunter 6,5 millions pour être exact. Sur ce chemin entrepreneurial, donc l'Amazona, c'est la marque historique qui est proposée en magasin bio, en parapharmacie. Et un jour, donc, je donne une conférence, un petit peu comme celle d'aujourd'hui, chez Facebook. Et à côté de moi, il y a la directrice de L'Oréal qui annonce à l'Assemblée que L'Oréal va proposer des shampoings solides sous 2 ans. Je me dis, mince, elle est gonflée. Et du coup, je rentre au bureau et j'explique à l'équipe, bah écoutez, ça fait des années qu'on dit non au Leclerc, Carrefour qui frappe à notre porte. Et bien finalement, on va y aller nous aussi, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on veut nous expliquer ce qui nous semble être des bons produits solides. Puisque solide ne veut pas forcément dire ingrédients bio et naturels, donc on voulait être à la face aux acheteurs. Et qui suit plus la dernière petite nouvelle née, il y a 3 semaines à peu près. Là, c'est plutôt pour la blague, c'était l'année de nos 10 ans, je voulais qu'on reste assez frais dans notre esprit. Voilà, je vois que la blague accroche, pas forcément immédiatement, mais vous allez la capter. Et donc, la tête que vous ferez quand vous allez la capter, c'est la tête qu'a faite l'équipe également. Ils ont cru que c'était une blague, mais non, on a bien lancé cette marque et ça nous a donné une excuse pour créer différemment. Donc, on l'a co-créé avec un groupe de 100 jeunes sur Instagram et on a lancé un compte TikTok, si ça, c'est pas la jeunesse. Et alors, à l'époque, on est sur Paris. On a une boutique dans le 10e arrondissement et nos locaux sont à Montreuil. Et alors autant on gère très bien les déchets de la logistique, des bureaux, aucun souci. Mais par contre, les déchets de la cuisine, c'est un problème. Parce que les tickets resto finissent au McDo et au kebab montreuillois. Ça remplit la poubelle et on ne peut rien y faire. Et là, on est plusieurs dans l'équipe intéressés par la permaculture. Donc ça a fait naître une nouvelle idée. D'aller plus loin encore sur le temps passé en entreprise en créant un jardin permaculture pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe. Et comme ça, on aurait une consommation bio, ultra locale, et on apportera une solution pour le temps du déjeuner. On est 15 à l'époque, donc je commence à chercher un local, un terrain, pas trop loin de chez nous. Donc Montreuil, c'est inaccessible en termes de tarifs pour faire pousser des tomates, mais je trouve un terrain à Fontainebleau. Et là, je me dis, mais en fait, à cause de mon idée écologique, à nouveau, je vais avoir des collaborateurs qui vont faire 1 heure de route le matin, RER, et 1 heure le soir. Donc, ils vont perdre en qualité de vie à cause de cette, normalement, bonne idée. Donc, je me mets à chercher beaucoup plus loin, partout en France, tout est possible. Je cherche une terre assez ouverte d'esprit. L'équipe est très multiculturelle à l'époque, donc il faut qu'on arrive à s'intégrer assez facilement. Et c'est un ami qui a une entreprise dans la Drôme qui s'appelle l'Herbier du Diois qui me dit viens voir la Drôme, c'est très sympa. C'est une terre sur laquelle les protestants ont toujours eu l'habitude de passer, donc il y a cette ouverture d'esprit que tu recherches.
On est sur le salon de Natexpo, salon des professionnels de la bio. On passe 3 jours à boire de la clairette avec des Drômois et je rentre au bureau à nouveau avec la belle annonce de les gars, on part dans la Drôme. J'avais moi-même jamais mis les pieds. Mais il était vraiment temps de se décider. Je voulais à tout prix qu'on puisse déménager en début d'été pour avoir le temps de s'installer avant le rush de fin d'année. Donc il fallait vraiment se décider. Et c'est là qu'on arrive dans le petit village de Marche, un petit village qui est à 15 minutes autour de la gare de Valence TGV, en ligne directe depuis Paris à 2h10. Ce qui me permet de dire aux salariés, si vous voulez, vos conjoints pourront habiter à Lyon, vous pourrez habiter à Lyon et venir facilement en train jusqu'au bureau. Et finalement, sur les 15 personnes, on est 11 à déménager avec conjoints et enfants, et tout le monde va s'installer dans la Drôme autour de ce terrain. Donc on n'emménage pas encore sur cet écolieu, ce n'est qu'un dessin en 2018, et le dessin va devenir réalité assez rapidement. Voilà, il est sorti de terre, on a emménagé le 1er avril, donc 4 ans après le déménagement dans la Drôme. Il a fallu 2 ans de construction, 2 permis de construire, modification de PLU en plein Covid, enfin vous imaginez toutes les galères administratives, mais ça y est, il existe. Alors si je reviens en arrière, hop. Donc ça, c'était un dessin vraiment basé sur la terre agricole qui était disponible à côté du bâtiment dans lequel on était. On était exactement ici, hop. Et il faut imaginer un petit village sur un petit promontoire rocheux avec le Vercors derrière, ici que des champs, et au PLU, donc une terre agricole qui était prévue pour être modifiée sur toute cette moitié-là en zone artisanale. Donc c'est là qu'on a dessiné le bâtiment siège social, donc les bureaux, la partie stock, un futur restaurant alimenté par la permaculture, une micro-crèche pour les salariés, on a eu 13 bébés dans l'équipe l'année dernière, donc c'est plutôt adapté, et des petites tiny houses, et à terme une serre. Et autre précision très importante, on a dimensionné la permaculture pour 150 personnes. 150 personnes, a priori, il faut 1 hectare pour réussir à nourrir 150 personnes sur le temps du déjeuner. Et pourquoi 150 ? Parce que justement, quand je suis revenue au bureau en disant on va lancer une marque pour la grande distribution, on était en pleine explosion, on recrutait 4 personnes par mois. Donc les gens commençaient à dire mais attendez, on part où l'Amazona là ? On devient un peu trop gros. On était 70. Et, du coup, pour rassurer tout le monde, j'ai donné une limite. J'ai donné un objectif 150. Et l'objectif 150, le but, ce n'est pas d'être 150 le plus rapidement possible. Et c'est le jour où nous serons 150, l'idée, c'est de ne pas dépasser ce chiffre. Et donc, pourquoi 150 ? C'est parce que des études scientifiques expliquent qu'on peut encore bien se connaître les uns les autres et on n'aurait pas besoin d'un cadre trop strict pour que ça marche bien. Et vous voyez que dans les mariages, on est souvent entre 100 et 150. Donc ça aide à dimensionner le bâtiment, on commence à travailler avec l'architecte à ce moment-là, et ça permet de dimensionner donc, la permaculture. Et donc 1er avril, on emménage dans les bureaux. C'était assez simple puisqu'on avait les bureaux juste derrière, on a fait l'inventaire en même temps, hop, toutes les palettes qui passaient dans le stock étaient inventoriées, c'était bien pratique. Là il fait beau, mais on a fini cette semaine de déménagement dans une tempête de neige, donc c'était pas banal pour la fin. Mais vous voyez que ça y est, le projet a vraiment pris vie. Je vais vous montrer des photos de l'intérieur juste après. Donc le projet permaculture, on l'a lancé cette année en mode test sur une petite surface de 450 m². On a un maraîcher professionnel qui va s'en occuper l'année prochaine. Mais là, on voulait vraiment profiter du terrain. C'est ce qu'on fait en permaculture pour bien commencer à le connaître. Et donc vous voyez notre partie bureau, tout en ossature bois, et la partie du stock, tout en ossature béton. Et c'est ce qui nous permet de ne pas avoir besoin de climatisation en été. Là, il fait 36 en ce moment, il n'y a pas de clim dans les bureaux et il fait aussi bon que dans cette pièce. Donc ça fonctionne bien. Et les petites tiny houses sont ici, donc ça c'est une boutique. Et celle-ci va servir à accueillir des ateliers d'artistes pour animer le lieu et des personnes en woofing pour donner un petit coup de main sur la permaculture. Ça va, le voyage se passe bien jusqu'à maintenant ? Donc voilà l'intérieur des bureaux. Alors c'est cette visite sur laquelle je peux vraiment passer 1 heure à vous détailler toutes les techniques utilisées, mais je vais vous en donner juste quelques-unes. Vous voyez qu'on est sur un sol en béton, alors qu'on est dans nos bureaux en ossature bois. Donc ça c'est vraiment contre-intuitif. Le béton permet d'avoir une masse qui permet de garder la fraîcheur en été. Donc on a construit un plancher en béton sur lequel on a recoulé 10 cm, un plancher bois pardon, sur lequel on a recoulé 10 cm de béton.
Et on a utilisé pour la partie chauffage ces panneaux qui sont au plafond. Donc là aussi, contre-intuitif, on a la chaleur qui vient du plafond, alors qu'on pense que la chaleur monte, mais c'est une technique qui vient des pays scandinaves et qui est de plus en plus utilisée. Normalement, ça vous donne une chaleur douce qui permet de ne pas avoir besoin de consommer trop d'énergie. Et donc pour le rafraîchissement, on a ce qu'on appelle des puits canadiens. En fait, ce sont des tuyaux, ils sont à 30 mètres à l'extérieur du bâtiment, ils plongent à 3 mètres sous terre. Ça rentre dans le bâtiment et ça vous amène un air frais, enfin tempéré, autour de 12 ou 13 degrés. Donc ça vous ramène des calories en hiver et ça vous permet de baisser la température en été. Et on a sorti à ça des batteries adiabatiques. Et ça, je pense que c'est une technologie dont on va de plus en plus entendre parler dans l'avenir parce que ça ne coûte pas très cher. Donc les batteries adiabatiques, c'est un cadre en carton au travers duquel on fait passer de l'eau et l'air passe à travers. Et donc ça rafraîchit le flux d'air naturellement. Une batterie adiabatique. Je vois qu'il y en a qui notent. Donc il y a un parti pris évidemment écologique sur le bâtiment. Le but c'est qu'il soit à énergie positive, donc ça veut dire qu'on va produire plus d'énergie grâce à des panneaux solaires sur tout le pan de toiture sud, qui vont donc produire plus d'énergie que ce que l'on va consommer. Et donc d'où ces enjeux sur pas de climatisation, évidemment, c'est ce qui consomme le plus, et un chauffage le plus léger possible. Et il y a un autre parti pris sur le bâtiment, c'est un parti pris architectural, puisque vous avez vu qu'on l'a dessiné avec un architecte, et qu'à l'intérieur, on a également travaillé les matériaux pour que le bâtiment dure dans le temps. Là, vous avez des carrossiments. Les carrossiments, ça a été inventé en Ardèche, mais il n'y a plus aucune production en France. Donc il y a peut-être un truc à relancer, si vous cherchez des idées de business. Et on a mis des briques également sur les murs, parce qu'une fois que vous avez posé les briques, eh bien, ça ne bouge plus pendant des années. Voilà le stock. Un plutôt joli entrepôt. Alors ça part de l'idée que, bon, déjà c'est le dessin de l'architecte qu'on a respecté, mais ça part aussi de l'idée qu'une entreprise, elle a une vie plus ou moins longue, ça dépend lesquelles, tout est possible. Les moyennes d'âge des entreprises sont rarement très très avancées, dépassent rarement les dizaines d'années. Et du coup, avec ce bâtiment, tout est possible dans l'avenir. L'idée c'est que ce ne soit pas un bâtiment en tôle tout basique, qui soit abattu tous les 10 ans, reconstruit, abattu, reconstruit. Donc là, quoi qu'il advienne, normalement, c'est une jolie création qui devrait être rénovée plutôt que reconstruite. Alors les petites tiny houses, parce qu'elles sont trop mignonnes et pour vous donner envie avec le verre corps juste derrière. Et ici, on voit la toiture végétalisée qui a 3 intérêts. Le premier, c'est d'intégrer le bâtiment au paysage. Le deuxième, c'est de tempérer le bâtiment. Alors, on ne sait pas dire à quel point ça permet de gagner des degrés ou non, mais on sait que ça fonctionne. Et elle a un intérêt de biodiversité puisque vous avez du sédum. Donc, le sédum sont des petites plantes grasses, mais qui font plein de fleurs. Et du coup, ça bourdonne sur la toiture. Et donc là, vous voyez les 1100 pieds d'oignons qu'on a plantés le jeudi de l'Ascension avec la responsable innovation et son compagnon le maraîcher. Comme quoi, il faut bien s'occuper les week-ends et les jours fériés. Et à gauche, vous voyez donc un poirier en train de bien produire. L'autre challenge supplémentaire qu'on s'est mis sur la parcelle, c'est que tout ce que l'on va planter dessus, que ce soit pour l'esthétique, pour l'ombrage ou autre, doit pouvoir finir dans les assiettes d'une manière ou d'une autre. Tant qu'à planter des arbres et les arroser, autant pouvoir les manger. Et ça, c'est une salle de séminaire qu'on a mise en place pour pouvoir vous accueillir quand vous le souhaiterez. On a accueilli l'Assemblée Générale de Réseauvrac la semaine dernière et celle de Cosmebio. Et ça nous permet d'essaimer et de faire des visites du bâtiment pour vraiment rentrer dans les détails très techniques pour toutes les personnes qui voudraient rénover ou faire de la construction dans l'avenir. J'ai tenu les 30 minutes. Voilà, bienvenue chez nous.